solutions pour lutter contre le changement climatique. Philippe Testa, bonjour. Cadre technique national opérationnel à la Croix-Rouge française. Frédéric Decker, prévisionniste météorologue chez Météo News. Et notre consultant environnement BFM TV, Jean-Louis Caffier. On va, avec vous, décrypter ce qui s'est passé cette semaine et surtout l'avenir. À quoi il faut se préparer. Mais d'abord, Frédéric, je voudrais avec vous qu'on revienne sur une des images fortes de la semaine. L'image forte de la semaine, c'est évidemment celle de cet ouragan Irma. Il y a une image qu'on a beaucoup vue et je voudrais vraiment que vous nous expliquiez, c'est celle-ci. Ça, c'est quoi? C'est des vents, c'est des nuages, qu'est-ce qu'on voit là? Alors là, en fait, précisément, on voit l'œil du cyclone, c'est-à-dire vraiment le centre du phénomène. C'est une zone de subsidence, donc de l'air qui descend dans le centre du cyclone, donc de l'air un petit peu plus calme, beaucoup plus calme même que le cyclone en lui-même, puisque le ciel est même relativement dégagé au cœur même du cyclone. En revanche, sur les bords de cet œil, c'est là qu'on a les vents les plus puissants, les plus fortes pluies. C'est là donc qu'on a eu des rafales qui ont dépassé les 300 km/h, notamment dans Irma. Dans José également, des rafales qui dépassent 250. Donc c'est vraiment très contradictoire. En fait, le centre même est très très calme et le bord du centre, c'est là qu'on a les plus dangereux. Enfin, les phénomènes les plus exceptionnels. Une question d'école. Comment se forme un cyclone? Faut le rappeler peut-être avant d'aller plus loin. Comment ça se passe? Alors pour qu'un cyclone se forme, donc il faut une mer surchauffée en surface, donc au niveau des tropiques, c'est-à-dire au moins 26 degrés. Et bien sûr, plus il fait chaud, plus les cyclones se développent facilement et au moins sur une épaisseur d'une cinquantaine de mètres. Ensuite, il faut également des alizés assez soutenus et assez humides pour apporter donc un moteur en chaleur et en humidité au cyclone. Donc un air assez limpide en altitude, puisque quand on a un voile de sable, par exemple, qui vient d'Afrique, ça a tendance à annihiler les cyclones. Mais en revanche, un ciel limpide permet un rayonnement solaire important et donc le développement de cyclones dans cette zone du monde. Des airs chauds, une eau chaude, des mers chaudes. Jean-Louis Caffier, est-ce que ce sont deux critères qui permettent, parce que c'est toujours la grande question, scientifiquement, de dire cet ouragan, il est amplifié par des eaux chaudes, par des airs chauds, et donc il est lié au réchauffement climatique. Est-ce que ce raisonnement-là, on peut légitimement, scientifiquement le faire? Ça paraît évident. Les climatologues sont plus prudents parce qu'ils réclament du recul, ça c'est leur démarche. Mais nous, journalistes, si on veut traduire, et notamment pour les gens qui nous regardent, ce qui se passe réellement, il y a un lien qui est assez facile à faire. C'est mécanique, c'est physique. Comme le disait Frédéric Decker, ça dépend de la température de l'eau. 26 degrés minimum, on est à 31. Au large de la Floride et à 30 à peu près au large des Antilles françaises. Il y a un effet mécanique tout simple, l'eau est plus chaude, les ouragans sont plus violents. Alors pourquoi l'eau est plus chaude? Parce qu'on a pris 1 degré à peu près en moyenne de plus sur la température terrestre depuis 150 ans. Bettina Laville, vous qui connaissez aussi parfaitement ces questions, le visage de la planète de demain sera des ouragans comme Irma, ce sera des catastrophes comme celles qu'on est en train de vivre. C'est vraiment à ça qu'il faut se préparer? Oui. Je crois qu'il faut le dire clairement. Il faut s'y préparer pour plusieurs raisons. Le fait que le réchauffement risque d'augmenter malgré nos efforts. L'accord de Paris a dit on espère le contenir à 2 degrés. Il a dit en même temps dans cet accord on risque de ne pas y arriver. Je veux dire que quand il y a en même temps, des fois, il y a des flous. Dans l'accord même. Bon. Donc, pour l'instant, on a une prévision de 3 degrés, quels que soient les efforts. 3 degrés si on fait tous les efforts de l'accord de Paris. Mais on peut avoir une accélération parce qu'on ne connaît pas tout de la nature. Et ça, c'est très important. Donc, il faut s'y préparer. Et la seconde chose, c'est qu'il faut se préparer aux conséquences humaines, aux conséquences sur les hommes, sur les vies, sur les équipements, sur la biodiversité. Vous savez, une des îles touchées, parce qu'il n'y a pas que celles qui sont liées à notre pays sont touchées, je ne sais pas si vous avez vu ça, est devenue, par rapport à la vision des satellites, marron. C'est Antigua, complètement marron. C'est-à-dire que il faut se préparer à, ce qui est le titre de votre émission, un changement de visage de la planète. Il faut en même temps tout faire pour que la planète garde à peu près son visage. Donc c'est les deux qu'on doit tenir. Alors on va rentrer dans quelques détails que vous venez d'évoquer. Avant, Philippe Testa, une question. Vous êtes un opérationnel des secours. Oui. Est-ce que vous vous projetez, est-ce que concrètement dans vos formations, dans la manière dont vous envisagez l'aide de demain, vous vous préparez à des catastrophes plus fortes, de cette ampleur, différente? Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la Croix-Rouge, depuis 2005, a déployé en Caraïbes une plateforme d'intervention régionale, Amérique-Caraïbes, qui justement en prévision de ce type de catastrophe a les moyens de pouvoir rentrer très rapidement dans la chaîne des secours en apportant
toute la partie un peu protection des populations, kits d'hygiène, kits familiaux, etc., etc. On a développé la même chose dans l'océan Indien et la même chose au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire qu'on a déjà prévu ce genre de problématique, d'autant plus que en association, en accord avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui dispose en plus d'une base logistique au Panama, donc pas très loin, on travaille beaucoup à faire augmenter la résilience des populations au travers de programmes qu'on a développés depuis le milieu des années 2000 et qui prennent forme sur justement l'augmentation de la résilience des populations au travers de la réduction des risques. On essaye de transmettre aux populations la notion de risque, la notion de mise à l'abri et les rudiments de base pour pouvoir s'auto-protéger, soit et dans la famille ou dans le périmètre large de... La culture de risque. Alors, ouais. Tous, dans ce que vous me dites, je pense que vous vous basez sur des travaux très spécifiques, ce sont ceux du GIEC. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le GIEC, parce que, évidemment, on entend ce nom tout le temps du GIEC. Alors c'est quoi le GIEC? Petite fiche d'identité, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 88. Il regroupe une centaine d'experts. Il a déjà rendu 5 rapports, le dernier en 2014. Jean-Louis Caffier, oui. Pardon, mais pourquoi on leur fait confiance? Qu'est-ce qui les rend crédibles? Parce que les rapports du GIEC, c'est une somme de travail scientifique absolument considérable. D'ailleurs, avec ces dates, on peut ajouter 1990, le premier rapport du GIEC, ça fait 27 ans pour mieux mesurer l'inaction qui accompagne ces travaux scientifiques. Le GIEC ne s'appelait pas le GIEC. Le GIEC ne s'appelait pas le GIEC. Et pour la petite histoire, il a été créé en fait sur une initiative de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan à l'époque, 2 écolos très célèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu vent avec des scientifiques qu'il y avait un nouveau problème qui se posait à la planète, le climat. Et ils se sont dit, si on laisse le sujet traité par les écolos, ils vont nous emmerder. Donc on va se débrouiller, on va créer un truc qui s'appelle le GIEC. Alors évidemment, les travaux scientifiques ne sont pas remis en cause par cette création initiale du GIEC. C'est 500 pages un rapport du GIEC. C'est le point sur 5 ans de recherche scientifique qui vont dans toutes les directions, pas seulement l'atmosphère et puis une prévision de dire on va prendre 3-4 degrés. Ça marche pas comme ça. C'est évidemment fondé. On étudie l'océan, on étudie les forêts, on étudie le plancton, on étudie l'atmosphère, évidemment, tous les phénomènes qui concourent à l'extrême complexe machine climatique. Et les rapports du GIEC depuis 90 vont tous dans le même sens. Rien n'a été remis en cause sur l'essentiel, c'est-à-dire que le réchauffement climatique est dû aux activités humaines et qu'il va s'accélérer si on ne fait rien pour atteindre 3, 4 ou 5 degrés à la fin du siècle. 3 ou 4, 5 degrés, ça c'est côté température. On parlait un peu des océans, je voudrais qu'on y revienne avec là aussi un chiffre du GIEC très précis. C'est dans les prévisions d'ici 2100, si on ne réduit pas nos productions de gaz à effet de serre, le niveau des océans monterait d'1 mètre. Ça veut dire d'abord, Frédéric, avant de vous donner la parole, qu'il y a des endroits, est-ce que Saint-Barthélemy, est-ce que Saint-Martin sont voués à disparaître? Concrètement, il y a des îles qui vont disparaître? Oui, si ça devait se confirmer, effectivement, certains atolls, notamment, qui sont vraiment au ras de l'eau, pourraient effectivement disparaître. Des terres très basses également, comme le Bangladesh, comme la Camargue en France. Donc si malheureusement ces prévisions du GIEC devaient se confirmer, effectivement, il y aura certaines régions qui seraient totalement sous l'eau. Bettina Laville. C'est pourquoi, si vous voulez, dans toutes les conférences, les petites îles se sont regroupées en groupe de pression qui s'appelle AOSIS et ont fait véritablement avancer. C'est d'ailleurs elles qui ont beaucoup insisté dans la négociation de l'accord de Paris pour qu'on retienne ce complètement hypothétique, malheureusement, 1,5 degré. Et d'ailleurs, il va y avoir en 2018 un rapport là-dessus. Est-ce que c'est encore possible? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les îles d'une part et les littoraux sont menacés. Alors il y a des endroits de la planète qui pourraient disparaître et puis il y a un autre visage de ce réchauffement climatique, c'est celui de l'exode. On va prendre la direction des États-Unis, la direction de la Floride. Cédric Fesch, vous êtes à Miami précisément et c'est vraiment une scène bien. Ce qu'il faut dire, c'est pas trop fort, toutes ces populations à qui on a dit fuyez l'arrivée de l'ouragan Irma, c'est pour les prochaines heures. Oui, l'évacuation de la Floride par les gens qui avaient décidé de partir, elle est terminée. Je pense le sud de la Floride. Alors évidemment, il y a des gens qui vont partir là quand ils vont commencer à voir le vent se lever. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que au moment où je vous parle,
quelle que soit la violence qui s'annonce sur le passage de l'ouragan Irma, on est plus en sécurité ici dans tes bâtiments en béton que sur les routes avec dans sa voiture, parce que tout à l'heure à 7 h du matin, d'un seul coup, mais en quelques secondes, je n'exagère pas, il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent, et d'un seul coup il y a des rafales et la pluie, les orages, tout est arrivé en même temps, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes, et c'est à ce moment-là précis, alors que la tempête est en train d'arriver, que les arbres les plus fragiles vont tomber, que toutes sortes d'objets, des panneaux vont être décrochés parce qu'ils n'étaient pas bien fixés, et ils vont commencer à voler à travers la ville, et ils vont être projetés à 100 ou 200 km/h en fonction des vents, et ça devient vraiment des projectiles. Moi, je l'ai vu sur l'ouragan précédent à Harvey, l'ouragan Harvey au Texas et en Louisiane. Vous voyez des tôles métalliques qui sont enroulées réellement autour de piliers métalliques qui ont tenu. Ça veut dire que quelque chose que vous voyez en métal très dur devient quelque chose aussi mou que du caoutchouc avec la force des vents. Donc, franchement, on rentre dans le dur là. Jusqu'hier, il y avait du soleil, les gens étaient en maillot de bain sur la plage, ils se baignaient. Bon, ils ont eu raison a priori, hein, puisqu'il ne s'est rien passé hier. Mais là, franchement, d'un moment à l'autre, ça peut mal tourner. Je vais vous montrer. Hein. Regardez, derrière, c'est le hall de mon hôtel, parce que je peux en 5 secondes être entièrement trempé et emporté par des rafales. Donc, je suis prêt à me mettre à l'abri. Cédric Fesch, l'envoyé spécial de BFM TV à Miami, avec qui on va suivre évidemment l'arrivée d'Irma en Floride. Mais ces scènes de voitures, ces gens qui fuient, c'est ça qu'il faut dire aux populations. Vous parliez de culture de risque. Il faut leur dire demain, on va vous dire partez du territoire où vous vivez parce que ce ne sera plus possible ou parce qu'un phénomène climatique extrême va arriver. Il faut déjà qu'ils aient les moyens de le faire. C'est-à-dire que les gens qui partent sont les gens qui peuvent partir. C'est-à-dire qu'à Miami, là, a priori, on est sur des populations plutôt aisées qui ont de l'argent, qui ont les moyens de partir. Il y a forcément des gens qui sont frappés par la précarité qui vont rester sur place parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'être évacués. C'est ce qu'on avait rencontré d'ailleurs en 2005 à Nouvelle-Orléans, si on se souvient bien. Oui, bien sûr. Les populations qui étaient restées étaient les populations qui n'avaient pas du tout les moyens de partir. Donc effectivement, la partie évacuation est forcément une décision qui doit arriver à un moment, quand c'est possible de le faire. En ce qui nous concerne, en ce qui les Antilles et Saint-Barth et Saint-Martin, je pense que la problématique était plutôt logistique et ensuite, et que faire des gens, où les mettre. Je pense que là, on est plutôt sur des mesures de confinement, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent rester sur place, mais puissent rester sur place en sécurité, au moins le temps que l'ouragan passe. Et voilà. Jean-Louis, est-ce qu'il y a des zones aujourd'hui où on sait que de ces pays-là, de ces zones-là, il faudra dire aux populations de partir, concrètement? Oui, on parlait des petites îles, c'est clair que Tuvalu, les îles Kiribati et d'autres, c'est là où on va trouver les premiers réfugiés climatiques, et c'est là où commencent d'autres problèmes. La Nouvelle-Zélande a déjà refusé d'accueillir ces réfugiés climatiques alors qu'ils l'avaient demandé. Quand on dit qu'on va faire face à de graves problèmes, il y a celui-là aussi, bien évidemment. Et puis, le visage va-t-il changer ? Oui, mais il a déjà pris quelques rides. Pourquoi ? Le Monde fait un numéro très intéressant là-dessus et rappelle les conclusions d'une étude de l'Université catholique de Louvain qui est très en pointe sur cette question. Dans les années 60, 30 catastrophes naturelles en moyenne par an. Dans les années 70, 50. Depuis l'an 2000, on est à plus de 250 catastrophes naturelles, inondations, canicules, sécheresse, incendies, glissements de terrain, tempêtes. Le climat est en cause, mais pas seulement. L'aménagement du territoire l'est aussi. On supprime partout les zones humides pour mettre des parkings et des centres commerciaux. On enlève les mangroves qui protégeaient notamment les îles des Antilles pour installer des plages, des parasols et des hôtels derrière. On est en train de gravement mettre en cause l'équilibre de la planète et on va le payer très cher si on ne fait pas attention. Ce que vous me dites, évidemment, c'est le calendrier qu'on a essayé de faire. On a essayé de remonter les dernières semaines, les derniers mois. Regardez plutôt, ça fait quand même assez froid dans le dos. On va revoir. Aujourd'hui, demain, on attend José sur les petites Antilles. Le 6 septembre, cette semaine, il y a quelques jours, Irma, l'ouragan monstre. Le 27 août, Harvey, 33 morts à Houston avec des inondations records. Cet été, en France, des canicules, 4 épisodes, c'est du jamais vu. Frédéric Decker, est-ce qu'il y a une accélération? Comment vous regardez ça avec votre œil de météorologue expert? Ça reste assez compliqué à déterminer pour l'instant. C'est vrai qu'au niveau des phénomènes en eux-mêmes, on n'observe pas forcément de hausse du nombre de cyclones, par exemple, dans le monde, du nombre de tornades, d'orages, etc. En revanche, ce qu'on constate avec le réchauffement climatique, c'est plus l'air est chaud, plus l'eau est chaude et plus ça fournit d'énergie à l'atmosphère. Donc plus il y a d'énergie, forcément, plus il y a de violence. Donc un cyclone qui aurait été de catégorie 3 il y a 20, 30, 40 ans, et maintenant de catégorie 4 ou 5, pardon. Et c'est pareil pour les orages, pour les canicules, etc. Plus il fait chaud et plus ce type de phénomène est violent.
Bettina Laville, est-ce que le degré de conscience est suffisant? Alors, pas encore. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, aujourd'hui une vraie sensibilisation. Le problème, c'est que la sensibilisation, pour passer à l'action, elle aurait dû être très vive il y a 25 ans, c'est-à-dire au moment de la conférence de Rio. Et au moment de la conférence de Rio, finalement, on était une poignée à y croire et les climato-sceptiques étaient extrêmement puissants. Et on fait retarder les choses de manière absolument considérable. Finalement, et aujourd'hui, faute d'avoir fait du long terme, faute d'avoir eu le courage de prendre des décisions de long terme, on est dans l'urgence. On a une espèce de confrontation du temps comme cela. Alors, il faut maintenant pas du tout rater le coche. Et il y a deux choses extrêmement importantes à faire mener de pair. C'est évidemment l'atténuation du changement climatique et suivre l'accord de Paris et même aller au-delà, et parce que l'accord de Paris au moins permet d'aller au-delà. Et c'est pas le minimum de l'accord de Paris qu'il faut appliquer, c'est le maximum et les au-delà. Et d'autre part, être lucide et faire des politiques d'adaptation. L'ensemble des pays, et surtout, vous avez tout à fait raison, les pays vulnérables et les pays pauvres, doivent être aidés pour s'adapter. Vous voyez, juste le problème, c'est que beaucoup de gens très engagés dans la lutte environnementale ont refusé l'adaptation parce que s'adapter, c'était renoncer politiquement, en fait, aux efforts d'atténuation. C'est plus vrai, il faut faire les deux à la fois. Une image de l'adaptation, Jean-Loup, je voudrais qu'on en dise un mot avant de passer aux questions de téléspectateurs, mais c'est une illustration tellement concrète. Si on se plonge dans les prévisions du GIEC et si on regarde ce réchauffement climatique de 4-5 degrés d'ici 2100, on a pris l'exemple des vignes, du vignoble. Très bon exemple. Le merlot, le médoc qui est à Bordeaux, 1000 km au-dessus. Voilà où il faudrait le cultiver en 2100, ce serait au niveau de Londres. D'un mot, Jean-Louis, ça c'est un bon exemple, c'est véritablement la réalité de ce qui va se passer. Plus de médoc à Bordeaux, mais du médoc à Londres, plus de melons de Cavaillon, mais des melons de Brest. Non, mais c'est un bon exemple, c'est populaire, parce que quand on parle de réchauffement vague à l'échelle du siècle, on ne comprend pas toujours. Quand on parle du pinard, là, ça concerne directement les Français. Tout le monde écoute, tout le monde regarde. C'est déjà en cours, tout ça. C'est déjà en cours. Vous parlez de 1000 km pour le médoc, mais le champagne, il va où ? Les producteurs champenois ont déjà acheté des terres dans le Kent et dans le sud de l'Angleterre. Ils sont en train de planter des vignes en espérant garder la vinification en Champagne pour maintenir l'activité. Le mouvement est déjà en route. 1 degré de plus, c'est 200 km plus au nord pour l'ensemble des écosystèmes. Donc on regarde où on habite et qu'est-ce qui va se passer chez nous d'ici quelques décennies si on continue comme ça. On le prendra avec plaisir ou pas. Le visage de la planète est bien en train de changer. On va passer à vos questions. Vous le savez, vous nous posez des questions pendant l'émission. On y répond, évidemment, et on va découvrir la première question que vous nous avez envoyée. Le temps qu'elle s'affiche, parce que je vais la découvrir en même temps, c'est le principe du direct. Première question que vous nous avez envoyée. Elle met un petit peu de temps à arriver. Voilà, des villes françaises sont-elles menacées par la montée des eaux? Des villes françaises, des côtes? Oui, les côtes, on parlait de la Camargue tout à l'heure, c'est la première cible. Principalement les Bouches-du-Rhône, effectivement, qui sont très exposées puisque c'est très plat comme secteur. Donc si l'eau monte dans les années à venir, dans les décennies à venir, ce serait la première région touchée. Autre question de téléspectateur qui nous a été envoyée. On va découvrir cette question envoyée par Twitter. Peut-on voir un jour un ouragan s'abattre sur la France? Non. Encore une question de météorologue. Alors ce sera quand même compliqué. Pour l'instant, on parle plutôt de tempête. D'ailleurs, on a souvent, on a relativement souvent... Mais de degrés amplifiés? Pardon? De degrés amplifiés plus intenses aussi? Des ouragans, oui, mais pas en France. En France, on a plutôt des restes d'ouragans parfois qui arrivent jusque chez nous. C'était le cas en 93, en 84 par exemple. Ça peut être des tempêtes parfois très violentes. C'était le cas en 93, notamment au mois de septembre. 99, juste une précision. La France métropolitaine, on prend la question comme celle-là. Parce que pour l'outre-mer, outre les Antilles, il y a aussi la Réunion, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie française aussi, je pense, qui peut être concernée directement. On est extrêmement concerné par ces ouragans. Saint-Martin et Saint-Barthélemy, évidemment. Et on pense à eux. Merci, avocats, d'être venus nous aider à comprendre, à décrypter les enjeux de ce réchauffement climatique.